Chers collègues, chers amis, bonjour. Je voudrais, au nom de la Société algérienne d'allergologie et clinique et au nom du laboratoire Macfarm Soline, vous souhaiter la bienvenue à tous. Je voudrais saluer tous nos amis d'Algérie, du Maghreb et nos amis africains qui sont en direct, notamment le service du professeur Ouedrago, le service du professeur Kouassi, Toloba, Gildas, Khan et tous nos amis africains, Dia et professeur Touré d'Afrique qui sont en train de nous voir en direct, ainsi que nos amis du Maghreb. Je voudrais, si vous le permettez tous, à mon nom à tous, avoir une pieuse pensée pour toutes les victimes de cette terrible pandémie et en particulier une pensée pour tous nos collègues, d'où qu'ils soient, qui ont donné leur vie par le devoir. Et quand je parle de toute la famille de la santé, qu'il s'agisse des médecins, mais également tous les travailleurs de la santé. Je voudrais remercier le laboratoire Macfarm Soline qui nous a permis de nous réunir, qui nous permet de réunir aujourd'hui et de parler des relations entre le Covid et la nutrition et santé. Et comme je voudrais remercier les professeurs Avignon et le professeur Lamara qui sont en direct. Je vais leur donner la parole après les avoir présentés. Le professeur Avignon est professeur à la faculté de Montpellier. Il est chef de service nutrition diabétologie au CHU Lateroni à Montpellier en France. Et également remercier le professeur Amer Lamara Mohamed, qui est professeur à la faculté d'Alger et qui est directeur du laboratoire de biogénotoxicologie et santé au travail au CHU de Mustapha Alger. Et nous aurons à la fin des deux conférences une séance de questions et de réponses à la fin des présentations. Et avant de commencer la séance de présentation, je voudrais donner un moment la parole à monsieur le professeur Avignon et à monsieur le professeur Lamara pour qu'ils se présentent. Et ensuite, j'aurai une courte introduction. Professeur Avignon, vous avez la parole. Oui, bonjour. Donc, merci de m'avoir invité à cette conférence. Me présenter, donc vous l'avez très bien fait. Donc, moi, je suis professeur de nutrition à la faculté de médecine de Montpellier et donc responsable d'un service diabète ici au CHU de Montpellier. Un service qui, pour l'instant, s'est un petit peu replié pour laisser place justement aux hospitalisations pour les malades affectés du Covid, avec certains de mes médecins qui participent à cette prise en charge du Covid, donc qui occupent une activité sur notre hôpital. Voilà pour les quelques mots de présentation. Merci, professeur Avignon. La parole est à monsieur le professeur Lamara. Merci, professeur Douagui. Donc, je suis le professeur Amer Lamara Mohamed, professeur à la faculté de médecine d'Alger et directeur du laboratoire de biogénotoxicologie et santé au travail de l'université d'Alger. Alors, tout d'abord, je voudrais m'incliner devant toutes les victimes de cette infection qui a évolué d'une façon extraordinaire et qui a emporté beaucoup de citoyens du monde. Et je suis heureux de me retrouver ici parmi vous pour parler un petit peu de ce Covid et des solutions éventuelles qui peuvent être mises dans la complémentarité de ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui en fonction de la physiopathologie qui a été découverte jusqu'à ce jour. Évidemment, c'est sûr que cette physiopathologie va évoluer et c'est sûr que le traitement aussi va évoluer dans le temps. Merci, professeur. Merci, professeur Lamara. Alors, je voudrais faire donc une courte introduction, si vous le permettez. Voilà un petit peu le programme. Nous allons revenir dans un petit moment tout à l'heure. Alors, comme introduction, j'ai trouvé dans la littérature une histoire qui m'a beaucoup plu. C'est la peste qui croisa une caravane dans le désert. Vous connaissez le problème de la terrible peste dans l'histoire de l'humanité.
Et le chef de caravane, quand il a rencontré la peste, il lui a demandé où tu vas. Alors la peste lui a dit, je me rends à Damas, où je compte prendre 1000 vies. Au retour de Damas, ils se retrouvèrent au même endroit. Ce n'est pas 1000 vies que tu as pris, mais 500 000. Non, répondit la peste, j'ai pris 1000 vies, c'est la peur qui a pris le reste. C'est pour un petit peu témoigner de cette situation du Covid qui entraîne une peur extraordinaire. Et c'est très important de partager, alimenter la peur sans donner à la population des informations qui permet de rationaliser cette dernière. Ça a pour effet d'affaiblir leur capacité à faire face à la maladie. Alors, dans ce qui va nous préoccuper, c'est de parler un petit peu du stress oxydant. Et je voudrais rappeler rapidement ce que les auteurs vont développer, c'est cette théorie des radicaux libres et du vieillissement. Comme vous le savez, probablement, c'est en 1957 que M. Hammam a proposé cette théorie des radicaux libres, qui sont des déchets de la dégradation de l'oxygène dans la chaîne respiratoire et qui vont s'attaquer à divers composants cellulaires, notamment les protéines, les lipides ou encore l'ADN. Cette théorie stipule que les radicaux dérivés de l'oxygène s'accumulent chez les sujets âgés, les sujets âgés, très touchés par le Covid, et qui vont provoquer des dommages cellulaires irréversibles. Je voudrais citer les travaux d'une maghrébine qui travaille à l'Institut Curie à Paris, Fatima Mechta Grigou, qui, la première, a mis en place, a mis en évidence le gène D qui protège du stress oxydant en stimulant l'expression de gènes antioxydants et qui empêche donc l'accumulation des radicaux libres. Cette grande découverte lui a permis de bénéficier du grand prix scientifique de l'Institut de France. Les sources de pression oxydante sont nombreuses. L'alcool, le tabac, et vous savez qu'il y a depuis quelques jours, il y a une polémique. Il semblerait que le tabac protège le Covid, donc à prendre beaucoup de précautions. Le déséquilibre alimentaire, l'ensoleillement, le rayonnement, la pollution, pesticides, ozone, les infections, l'assemblage en fer, les médicaments, la pilule contraceptive, l'exercice intense ou mal géré, tous ces éléments sont des sources de pression oxydante pour lesquelles nous devons prendre en considération ce stress oxydant. Dans 80% du Covid-19, il faut rappeler, et on ne rappellera pas suffisamment, que les symptômes sont bénins. La gravité des formes, elle survient chez les sujets âgés, souvent en déficit de vitamines, avec des comorbidités. Et on sait aujourd'hui que malheureusement, la majorité des décès surviennent ces personnes âgées qui ont plusieurs comorbidités. Alors, nous allons essayer de discuter, les deux conférenciers vont essayer de nous éclairer dans deux questions. Est-ce qu'il est possible de stimuler les personnes fragilisées par les infections virales, notamment leur système de défense immunitaire? Deuxième questionnement, est-ce que la naturopathie a-t-elle sa place dans les stratégies de lutte contre le Covid-19, en sachant, et nous insisterons beaucoup là-dessus, qu'aujourd'hui, il n'y a aucun traitement qui a clairement prouvé son efficacité contre le Covid-19. Donc nous allons passer à la conférence de notre ami le professeur Avignon en insistant sur deux aspects que sont le problème de la reconnaissance de la naturopathie par le Parlement européen, ainsi que la reconnaissance par l'OMS du rôle de la naturopathie dans le cadre des traitements dans les infections et notamment les infections virales. Donc la parole est à monsieur le professeur Antoine Avignon, qui va nous présenter la place de la vitamine D dans le traitement du Covid-19. Professeur Avignon, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, attendez, je vais déjà partager mon écran pour avoir la présentation. Donc, vous m'entendez là parce que, oui. Oui, très bien. Donc, je partage l'écran. Je mets en
Bon, voilà, donc merci beaucoup pour cette introduction très intéressante. J'ai particulièrement bien aimé l'histoire de la caravane qui va à Damas. C'est vrai que la panique peut faire autant et plus de dégâts que la maladie elle-même. Donc, euh, c'est important de bien en prendre compte. Donc, effectivement, pour ce qui me concerne, je vais parler de la vitamine D et donc de voir un petit peu si cette vitamine D peut être un complément ou avoir un apport dans cette infection qui est l'infection Covid-19. Donc, je ne vais pas vous faire un topo sur le Covid-19, qui n'est pas le centre du sujet, mais juste regarder un petit peu, même si ça vient déjà d'être fait, un petit peu qui est touché par ce Covid-19, même si on en a parlé un petit peu avant ce direct, même s'il y a certainement des différences entre les pays. Mais quand on regarde globalement, les personnes très jeunes ne sont pas ou peu touchées. Et vous voyez que la majorité, ici, on est sur la tranche 30-79 ans qui représente 87% des affections. Et les personnes âgées sont moins importantes, mais c'est ce qu'on discutait avant de commencer. Il faut voir la proportion dans la population. En Algérie, vous avez une population très jeune, ce qui fait que même si en pourcentage les jeunes sont peu touchés, si on a beaucoup de jeunes, on va se retrouver avec beaucoup de jeunes quand même qui vont avoir le Covid. Et la population des plus de 80 ans est forcément moins nombreuse, et donc on va avoir moins, ils vont représenter moins parmi les personnes atteintes, mais ils vont surtout représenter les formes sévères. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est aussi les comorbidités avec beaucoup de personnes qui sont hypertendues, qui sont diabétiques et qui ont des maladies cardiovasculaires. Et puis, ce qui n'était pas rapporté dans les premières publications, mais qui apparaît maintenant, et on en reparlera un petit peu plus tard parce que c'est un lien avec la vitamine D. Donc, ça ne figure pas dans ce tableau parce que les premières publications ne rapportaient pas, mais une forte proportion de personnes qui sont obèses. Et c'est peut-être même la première condition que l'on retrouve et qui avait été peu signalée, mais peut-être aussi qu'il y a une épidémiologie qui est différente en Chine, puisque les premiers papiers sont chinois. Et les Chinois n'avaient pas rapporté ce facteur, mais c'est important de bien considérer qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une obésité. Alors, par contre, ce qui va nous concerner et ce qui est quand même important dans cette maladie, puisque vous l'avez dit, 80% des personnes, il ne faut pas l'oublier, vont avoir une infection qui est tout à fait bénigne et qui va guérir. Alors, personne ne se plaignent d'une fatigue importante, de maux de tête, de toux importante, donc, mais finalement vont survivre et ne vont même pas avoir besoin d'hospitalisation. Donc, ce qui est important, c'est de regarder, et ce qui nous préoccupe et ce qui dépasse les systèmes de santé, c'est qu'il y a quand même une mortalité qui est importante, surtout avec une forte proportion de la population qui est touchée par cette maladie. Et donc, le pourcentage de mortalité arrive à dépasser la capacité de nos systèmes de santé, ce qui est le problème. Et quand on regarde, hein, si finalement le pourcentage de personnes de plus de 80 ans qui est touché est moindre, quand on a plus de 80 ans et qu'on est touché, il y a près de 15% de mortalité. Alors que si vous êtes sur les tranches jeunes, vous voyez, sur les 10-19 ans, vous avez 0,022% de mortalité. Et en plus, le plus souvent, des sujets jeunes, mais qui vont avoir des comorbidités. Alors bien sûr, sur la masse de sujets atteints, on finit par trouver quelques personnes qui n'ont pas de comorbidité et qui vont, hélas, évoluer négativement, mais il ne faut pas dramatiser. Encore une fois, il ne faut pas entraîner de panique qui entraînerait plus de dégâts que la maladie elle-même. Quand on est jeune et sans comorbidité, le risque d'avoir une complication et de finir en réanimation ou de décéder est extrêmement faible. Et on voit vraiment que ça commence, le risque au-delà de 60 ans. C'est extrêmement clair sur cette diapositive, même si le risque à 50 ans n'est pas négligeable. C'est au-delà de 60 ans et bien sûr de 80 ans encore pire. Et ce qui va entraîner le plus souvent les complications sévères, c'est la détresse respiratoire, c'est les complications pulmonaires, c'est les infections pulmonaires, c'est les syndromes de détresse respiratoire aiguë qui vont justifier de la réanimation et qui vont le plus souvent entraîner des décès. Donc, pour ces quelques mots sur un petit peu les personnes qui sont atteintes, mais c'est important de bien considérer ça parce que quand on va parler de micronutriments, quand on va parler de vitamines, c'est bien les sujets âgés, c'est bien les sujets obèses, c'est bien les sujets qui présentent des comorbidités qui vont être les plus susceptibles d'avoir des taux de vitamines, des taux de micronutriments qui vont
pas être optimales et ce sont les mêmes, on s'aperçoit, qui font les complications du Covid. Alors attention, hein, cette association n'est en rien démonstration de causalité, loin de là le sens de mon message, mais en tout cas, on se retrouve avec des populations qui ont à la fois des carences vitaminiques, des altérations dans les micronutriments et qui font des complications sévères. Alors la vitamine D, on parle de vitamine, c'est apporté par l'alimentation, c'est indispensable à la vie, donc c'est une vitamine, mais quand même c'est aussi une hormone, puisque la grosse majorité comme de la vitamine D que nous avons dans l'organisme provient d'une synthèse endogène qui se fait au niveau cutané essentiellement et qui nécessite de l'ensoleillement. Et finalement, quand on regarde la vitamine qui est dans notre corps, la part apportée par l'alimentation, les sources animales et les sources végétales, encore pire pour les sources végétales, sont relativement minoritaires. Donc, cette vitamine D, elle vient essentiellement de la synthèse au niveau de la peau, même si on ne peut pas négliger la part intestinale. Et cette vitamine D qui est synthétisée au niveau de la peau va être métabolisée et transformée, activée avec deux sites principaux d'activation qui sont le foie, qui va transformer la vitamine D en 25-hydroxyvitamine D, donc une hydroxylation en 25. Et cette 25-hydroxyvitamine D va aller au niveau du rein, où elle va donner sa forme active avec la 1,25-dihydroxyvitamine D, qui va ensuite être active et qui va par la suite être aussi inactivée, donc avec un turnover de la vitamine D. En sachant que cette vitamine D, donc il y a la part alimentaire, donc qui est importante, mais qui est souvent insuffisante, et la part de synthèse au niveau cutané qui nécessite un ensoleillement et une exposition au soleil. C'est-à-dire qu'à la fois les pays nordiques qui n'ont pas d'ensoleillement ont plus de problèmes de carence, mais dans des pays où on est ensoleillé, mais où les traditions veulent que l'on se couvre de façon importante, hein, je pense en particulier à beaucoup de femmes qui sont couvertes, il n'y a pas de synthèse liée au soleil, et on se retrouve avec beaucoup de taux qui sont bas, même si on n'est pas au niveau de la carence, avec des niveaux qui sont souvent assez bas, y compris dans les pays ensoleillés où on a l'habitude de se couvrir. Alors cette vitamine D, elle agit à travers un récepteur et elle va se lier à un récepteur qui va se coupler. Une fois que la vitamine D s'est couplée à son récepteur, il va y avoir aussi un couplage au récepteur rétinoïde. Et cet ensemble va passer au niveau du noyau et va aller se fixer au niveau des gènes et va servir de facteur de transcription. Et en fait, la vitamine D, fixée à son récepteur et au récepteur rétinoïde, va permettre l'expression de certains gènes et l'inhibition d'autres. Alors, on retrouve bien sûr des récepteurs de la vitamine D dans tous les tissus qui sont impliqués dans le métabolisme phosphocalcique, que ce soit l'absorption du calcium comme l'intestin, le niveau rénal avec aussi la régulation de l'expression du calcium ou de sa réabsorption. Bien sûr, dans le métabolisme osseux, donc on retrouve des récepteurs de la vitamine D au niveau des ostéoblastes et des chondrocytes, et puis au niveau de la parathyroïde, avec l'importance de la balance entre vitamine D, calcium et hormones de la PTH, hormone parathyroïdienne. Donc, dans tous ces tissus, on n'est pas surpris de retrouver des récepteurs de la vitamine D qui va réguler à la fois l'absorption de la vitamine D, du calcium, la sécrétion de PTH et des activités au niveau osseux, ce qui est un petit peu le cœur, je dirais, que l'on connaît tous sur l'action de la vitamine D. Mais on ne retrouve pas de la vitamine D qu'à ce niveau. La vitamine D, les récepteurs de la vitamine D, on ne retrouve pas des récepteurs de vitamine D qu'à ce niveau. On retrouve également des récepteurs de la vitamine D de façon intéressante, de façon importante au niveau de l'épithélium bronchique, donc qui nous intéresse ici pour les atteintes pulmonaires, et au niveau des tissus qui sont impliqués dans le système immunitaire avec des récepteurs de façon assez importante au niveau du thymus, au niveau de l'épithélium, mais aussi au niveau des ganglions lymphoïdes de la rate. Et on va retrouver des récepteurs vitamine D à ces niveaux dans les monocytes, dans les macrophages et dans les cellules T.
Donc, s'il y a des récepteurs sur ces cellules immunitaires, s'il y a des récepteurs au niveau de l'épithélium bronchique, c'est certainement que la vitamine D a une importance pour les actions à ces niveaux. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des cellules immunitaires, donc où vous avez des récepteurs, et donc avec un couple vitamine D récepteur et récepteur de l'acide rétinoïque qui vont aller participer à l'expression de gènes au niveau de ces cellules, eh bien, on voit qu'il va y avoir tout un tas d'actions que je ne détaillerai pas entièrement ici. Vous avez des cellules T, des monocytes qui sont représentés, des macrophages, et vous avez en vert toutes les actions qui sont stimulées et favorisées par la vitamine D, et vous avez en rouge toutes les actions qui vont plutôt être inhibées par la vitamine D. Donc, juste pour citer quelques-uns de ces éléments, on voit que la vitamine D ici va favoriser la sécrétion d'interleukine 10, qui est une interleukine qui est anti-inflammatoire. Et cette vitamine D va aussi favoriser la différenciation des cellules T en différents T-helpers, donc TH1, TH2 et T-régulateurs, où là aussi on a une augmentation de l'interleukine 10 avec diminution par contre de l'interféron gamma et de l'IL2, et donc plutôt une orientation vers un contrôle de l'inflammation par ces actions. On voit aussi que la vitamine D va améliorer la capacité à capturer les antigènes, donc finalement les antigènes viraux, va améliorer la capacité des macrophages à avoir une action de phagocytose. Et donc, on voit que ces actions sur le système, sur les cellules du système immunitaire, vont permettre de pondérer, de moduler l'inflammation et de favoriser toute une activité phagocytique et de capture des antigènes. Donc, des effets qui vont plutôt dans un sens favorable. Alors, si on détaille un peu plus ces actions, la vitamine D va permettre, alors le schéma qui est un petit peu compliqué, mais permet de montrer la complexité, va permettre au niveau d'un certain nombre de cellules, donc qui sont représentées ici sur des monocytes, des macrophages, mais aussi des cellules épithéliales. Et dans les cellules épithéliales, on voit qu'il y a les cellules épithéliales de l'arbre bronchique. Eh bien, à ce niveau, la vitamine D va induire la synthèse et la sécrétion de peptides qui sont des peptides antimicrobiens qui vont pouvoir jouer dans une action contre l'infection virale. Vous avez en particulier ici, donc au niveau, comme je le disais, monocytes, macrophages et cellules épithéliales, la transcription d'ARN et donc la synthèse ensuite de protéines, qui est l'human catélycidine peptide LL37. Et ce peptide va aller agir au niveau de nombreuses cellules et va permettre de bloquer l'entrée des virus dans la cellule. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les virus, et on n'a pas encore de données pour le virus du Covid, mais vous avez des données pour les adénovirus, pour l'Epstein-Barr, pour différents virus respiratoires syncytiaux. Donc, on a montré que cette protéine qui était induite par la vitamine D bloquait l'entrée des virus dans la cellule, que ça permettait de supprimer l'activité virale, bien sûr suppression qui n'est pas forcément totale, mais qui est au moins partielle, de moduler l'inflammation, de moduler la signalisation au niveau des récepteurs, et comme je vous l'ai dit, pour un certain nombre de virus donc, que j'ai cités, mais vous avez aussi par exemple le HIV et le virus influenza, donc, pour lequel toutes ces actions ont été montrées. Une autre protéine qui est induite par la vitamine D, toujours au niveau monocyte, c'est la human beta defensine, donc HBD sous abréviation, donc qui est synthétisée ici en présence de vitamine D, lorsque la vitamine D se lie à son récepteur, et là aussi qui va altérer les actions du virus, puisqu'il va y avoir des altérations au niveau de la membrane virale, il va y avoir des interférences avec les glycoprotéines virales, des contraintes sur la réplication virale qui va être plus difficile, une diminution des récepteurs viraux, une migration des cellules immunitaires vers les cellules de l'infection,
oui, une migration des cellules immunitaires vers le site de l'infection. Et ça a été montré aussi sur plusieurs virus, à nouveau le VIH, l'adénovirus, rhinovirus, virus de la grippe. Et encore une fois, il est un peu tôt pour savoir si on a les mêmes actions, bien sûr, sur le SARS-CoV-19, à l'origine du Covid, mais en tout cas des arguments sur plusieurs virus d'une action qu'on pourrait dire antivirale. Donc ça, c'est des actions qui vont se faire par ces protéines et qui vont avoir des actions sur le virus. Mais la vitamine D a d'autres actions sur la modulation de l'immunité, avec augmentation des lymphocytes T CD8 qui sont spécifiques au virus. Ça a été montré pour les Epstein-Barr et le virus de la grippe. Inhibition de la différenciation des cellules B en plasmocytes et de ce qu'on appelle la commutation des cellules B, c'est-à-dire leur changement dans la capacité de sécréter des immunoglobulines. Et puis, ça a déjà été dit, importance sur la production d'interleukine 10, qui est une interleukine anti-inflammatoire. Alors maintenant, si on regarde des choses un petit peu plus cliniques et qu'on regarde hors Covid, mais qu'on regarde un petit peu des personnes qui ont eu un syndrome de détresse respiratoire aiguë dans les services de réanimation, qui ont été comparés en taux de 25-hydroxyvitamine D, vous voyez ici, donc ceux qui ont un syndrome de détresse respiratoire aiguë, les personnes qui étaient considérées comme à risque de syndrome de détresse respiratoire aiguë, mais qui n'en ont pas eu, et des contrôles sains, eh bien, vous voyez que les personnes qui font des syndromes de détresse respiratoire aiguë ont des taux de vitamine D qui seront clairement plus bas que les personnes à risque qui ne font pas de syndrome de détresse respiratoire et que les personnes qui sont les sujets contrôle sains. Alors maintenant, si on regarde le lien entre vitamine D et pneumopathie ou pneumonie communautaire, avec ici une méta-analyse qui regarde l'association entre les taux de vitamine, entre le déficit en vitamine D et les pneumopathies, eh bien, vous voyez que ici, si vous prenez les résultats de la méta-analyse, vous avez un risque moyen qui a 1,6 fois plus de pneumopathie quand vous avez un déficit en vitamine D, ou plutôt 1,6 fois plus de déficit en vitamine D chez les gens qui ont une pneumopathie que chez ceux qui n'en ont pas. Et quand vous avez un déficit en vitamine D sévère, avec des taux qui sont inférieurs à 10 nanogrammes par millilitre, le risque de pneumopathie, ce coup-ci, est 6,6 fois plus important. Donc, vous voyez, quand vous avez un simple déficit, vous avez 1,6 fois plus de risque de pneumopathie sur cette méta-analyse. Et quand vous avez un déficit qui est très sévère, avec une vitamine D qui est inférieure à 10 nanogrammes par millilitre, eh bien, 6 fois plus de risque de pneumopathie. Donc, on voit que la vitamine D, l'immunité, la capacité antivirale, le lien entre vitamine D et infection pulmonaire est important. Alors, il y a eu de très nombreuses études, soit qui étudient le statut de la vitamine D, soit des interventions avec la vitamine D sur les infections. Je ne les ai pas relevées toutes parce que c'est trop fastidieux, non pas à relever, mais à présenter. Mais juste quelques exemples. Ici, une étude de 2015 qui est une étude randomisée contre placebo. Et donc, vous voyez qu'il y a 62 personnes qui ont de la vitamine D3 donnée par voie orale contre placebo. Eh bien, la vitamine D, les personnes qui avaient de la vitamine D restaient plus longtemps sans infection respiratoire. Et le nombre total qu'il y a eu d'infections respiratoires chez les personnes qui ont eu de la vitamine D, donc c'était une étude sur 1 an, était inférieur à ceux qui ont eu du placebo. Donc là, une intervention, on donne de la vitamine D. Chez ceux qui reçoivent de la vitamine D, ils ont moins d'infections respiratoires. Ici, toujours une étude en double aveugle contre placebo chez 59 personnes. Et là, ils étudient les effets au niveau des cellules T et ils montrent qu'il y a une modulation positive de l'immunité, que ce soit au niveau des cellules T ou des cellules B. Et quand vous reprenez dans une méta-analyse et revues systématiques, eh bien, qui ont été avec des études interventionnelles, eh bien, on voit que ceux qui reçoivent de la vitamine D font moins d'infections respiratoires de façon significative que ceux qui étaient dans les groupes placebo. Donc, après, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'études.
Il y a des études qui sont neutres sur le plan des effets, c'est-à-dire qu'ils ne retrouvent pas d'effet. Il y a beaucoup d'études qui retrouvent un effet positif. Vous voyez la méta-analyse qui retrouve un effet positif. Et en règle générale, les méta-analyses sont positives. Et on ne retrouve jamais, en tout cas, d'études qui montrent que donner de la vitamine D aurait des effets négatifs sur tout ce qui est infectieux. Ce qui est important à considérer, parce que quand on donne un traitement, surtout dans une infection où là on est un peu dans l'inconnu, il faut au moins qu'on ne fasse pas de mal. Et je crois qu'on peut être rassuré, je n'ai pas vu une seule étude avec la vitamine D où il y ait des effets négatifs sur le plan infectieux. C'est au pire neutre et le plus souvent positif. Et comme vous le voyez ici dans la méta-analyse, vous avez moins d'infections respiratoires chez les personnes qui reçoivent de la vitamine D par rapport à un placebo. Alors, je crois que je suis un petit peu long, donc on va passer rapidement, mais sur de nombreux virus, vous voyez ici le virus respiratoire syncytial, le virus de l'hépatite C, le virus de la dengue, le virus du HIV, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a des études qui montrent des effets positifs sur le contrôle des infections virales. Alors attention, bien sûr, ce n'est pas la vitamine D qui va traiter à elle seule l'infection par HIV, du HIV, mais en complément des traitements, il y a des effets qui sont retrouvés positifs sur ces différentes infections. Alors, vitamine D et Covid-19, est-ce qu'on a des arguments? C'est quand même une infection extrêmement récente, on n'a pas beaucoup le temps d'avoir eu des données. Ce qu'on peut constater, c'est que le début de l'hiver a été dans l'hémisphère nord et en période hivernale, qui sont les périodes où les taux de vitamine D sont les plus bas. Le nombre de cas dans l'hémisphère sud, où on est sur la fin de l'été, reste faible. On sait que les carences en vitamine D contribuent et sont associées au syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et le taux de létalité du Covid-19 augmente avec l'âge et avec les maladies chroniques, qui sont deux conditions associées à des concentrations plus faibles en vitamine D. Alors, tout à l'heure, importance qu'on vient de noter il n'y a pas si longtemps dans des formes compliquées chez les personnes qui sont obèses. Et vous voyez ici que les personnes infectées par le coronavirus, vous avez ici une proportion de personnes qui ont un IMC supérieur au 30 ou 35, qui est largement supérieure aux personnes qui ne sont pas infectées. Les personnes qui ont besoin de ventilation mécanique, ici, qui sont représentées ici, vous voyez ici la proportion de personnes obèses par rapport aux personnes qui n'ont pas besoin de ventilation mécanique quand il y a une infection. Donc, chez les personnes infectées, plus d'obésité. Quand il y a une infection, beaucoup plus besoin de ventilation mécanique quand il y a une obésité. Et vous avez ici, donc toujours pareil, les patients qui ont besoin de ventilation mécanique en fonction de l'IMC. Vous voyez que s'il y a un IMC qui est supérieur à 35, vous avez 85% des personnes qui ont besoin de ventilation mécanique. Donc, importance quand même de l'obésité. Et c'est particulièrement important parce que là aussi, je suis rapide, mais l'obésité est une condition où vous avez ici, vous avez à nouveau une méta-analyse qui regarde le risque d'avoir un déficit en vitamine D ou une carence en vitamine D en fonction de l'IMC. L'obésité est une condition où vous avez des taux et des carences de vitamine D qui sont plus importants. Alors, comment interpréter les taux de vitamine D? Ce n'est pas forcément très consensuel, mais en gros, on retient que le taux optimal, c'est le taux à partir duquel on n'a pas une PTH qui augmente. C'est-à-dire que quand vous avez ici le taux de 25 hydroxyvitamine D, ici le taux de PTH, quand vous passez en dessous de 75 nanomoles par litre, eh bien, vous avez la PTH qui augmente. Et donc, on estime que certainement, à partir de là, c'est des taux qui sont certainement un petit peu bas. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de consensus, mais en tout cas en France, on retient le 30 nanogrammes par millilitre et vous voyez que certaines recommandations vont jusqu'à 40 nanogrammes par millilitre. Et en tout cas, en dessous de 10 nanogrammes par millilitre, on n'a aucune discussion, tout le monde est consensuel, on est dans la carence qui est avérée et même qui est sévère. Alors, les prédicteurs de la carence en vitamine D, je crois que c'est important parce que la solution, ça pourrait être de se dire cette carence en vitamine D, cette vitamine D, c'est important dans les infections, donc on va en donner un peu à tout le monde, ça pourrait se défendre dans un cas d'épidémie mondiale où finalement on n'a pas de traitement reconnu. Mais quand on a une peau foncée,
quand on a un statut social plutôt défavorisé, quand on a une obésité, qu'on est sédentaire, qu'on est en hiver ou en sortie d'hiver, comme c'est le cas, qu'on consomme peu de lait, eh bien, c'est les conditions où on va avoir plutôt une vitamine D basse et donc peut-être particulièrement penser à donner à ces populations de la vitamine D. Alors, vitamine D et Covid-19, ce qu'on peut retenir, c'est que la vitamine D joue un rôle important dans l'immunomodulation, dans les effets anti-inflammatoires, dans la production de cytokines. Et vous savez que l'orage cytokinique est quelque chose d'important dans ce Covid-19 et qu'il y a même des actions antivirales qui ont été démontrées. Donc, importance de l'orage cytokinique, donc avec une vitamine D qui module un peu cette production de cytokines. Les arguments sur les autres infections virales sont extrêmement importants en faveur de la vitamine D. Il n'y a pas de traitement reconnu de l'affection par Covid-19 aujourd'hui. C'est extrêmement important parce que là, quand on va parler de médecine, qui sont un peu de médecine complémentaire, ça se discute bien sûr dans ce contexte où nous n'avons pas de traitement reconnu efficace contre l'affection pour le Covid-19. Et donc, il peut paraître, dans ce contexte, de mettre en place des mesures d'optimisation, au minimum chez les personnes à risque, et on peut en retenir dans les personnes à risque les personnes qui côtoient quand même ceux qui ont le Covid, donc il ne faut pas oublier le personnel soignant, les personnes à risque de complications, les personnes qui ont une obésité, un diabète, une hypertension, une maladie cardiovasculaire, les personnes à risque de carence de vitamine D, on vient de les voir juste avant ici, avec la couleur de la peau, le statut social, l'obésité. Et puis, point d'interrogation, pourquoi pas, dans une période d'épidémie extrêmement importante, à l'ensemble de la population. Et puis, je ne parlerai pas des autres facteurs, des autres cofacteurs qui peuvent être associés, où l'orateur d'après détaillera. Alors, que donner? Bon, donc, ça reprend. Donc, on peut donner soit de très fortes doses, mais il apparaîtrait plutôt privilégié de donner de façon continue des doses qui sont des doses modérées, donc de 1200 unités en prise journalière. Et donc, vous voyez qu'ici, on peut associer 800 et 400 unités afin de pouvoir couvrir ces doses. Chez les personnes qui ont une carence avérée, chez qui on fait un dosage et une carence avérée, il faut donner plus que ça. Si vous avez des carences importantes, je crois qu'il ne serait pas licite de ne pas traiter clairement les personnes qui ont des carences importantes. Vous voyez, moins de 10 nanogrammes par millilitre. Et là, vous avez une suggestion, donc c'est 50 000 unités par semaine pendant 2 mois, suivi de 1000 unités par jour pendant 1 mois. Et après, certainement en période d'épidémie, un relais à prendre en continu derrière. Si la carence est moins importante, on va donner 50 000 unités par semaine, mais pendant une durée moins longue, de 1,5 mois, avec toujours un relais ensuite pour maintenir. Et puis, si on est encore sur des doses des carences moins importantes, entre 30 et 22 grammes par millilitre, 50 000 unités par semaine pendant 1 mois, et toujours derrière un relais, donc qui est indiqué ici pendant 1 mois, mais pendant la période d'épidémie, il me semble tout à fait justifié de poursuivre de façon plus prolongée. Et donc, voilà un petit peu pour ce tour d'horizon sur un peu le rôle de la vitamine dans ce qui est connu sur l'immunomodulation, sur ses interactions avec les infections virales et ce qui peut être supposé, bien sûr, pour l'infection à Covid, puisque nous n'avons pas de données, que je dirais, des données dures aujourd'hui sur le Covid. Mais, encore une fois, nous n'avons pas non plus de traitement reconnu aujourd'hui du Covid, et donc il semble justifié de mettre en place tout ce qui peut aller dans le bon sens contre les infections virales. Et je vous remercie pour votre attention. C'était bleu, ça. Là. Merci, professeur Avignon, pour cette très, très, très belle conférence qui suscite de très, très nombreuses questions. En direct, nous recevons de très nombreuses questions. Et je vous prierai d'enlever votre partage de telle manière à céder la conférence, le micro à notre ami le professeur Lamara Mohamed qui va présenter le Covid-19 et les autres antioxydants, vitamine C, vitamine E, magnésium et zinc. Professeur Lamara, vous avez la parole. Allez, professeur. Donc, depuis l'apparition de cette affection redoutable qui a été induite par le Covid-19, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi? Quelle est la différence entre ceux qui, atteints par le Covid-19, meurent alors que d'autres s'en sortent? Et bien là, j'ai
compulser les recherches qui ont été entamées sur le Covid-19 dès l'apparition de cette affection. Ce virus a essaimé à partir de la Chine. Il était inconnu jusqu'alors et il a occasionné jusqu'à ce jour plus de 150 000 décès. Ça, c'était vendredi dernier. Aujourd'hui, on est à plus de 170 000 décès. Ce Covid-19 semble oxyder le fer de l'aime en le faisant passer de l'état ferreux à l'état ferrique et en rompant sa liaison avec l'aime. Ce fer ferrique est donc un radical libre qui va faire des dégâts à tous les niveaux. Et l'hémoglobine, ayant perdu son fer, va devenir incapable de fixer l'oxygène. Et ainsi, une hypoxie chronique va se mettre en place. La majorité des chercheurs s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une pneumonie, mais d'une microthrombose généralisée qui peut évoluer vers la mort. Eh bien, d'où vient cette microthrombose? Eh bien, apparemment, quand on a une hypoxie, surtout une hypoxie chronique, eh bien, les reins vont être excités pour produire de l'érythropoïétine et augmenter la formation des globules rouges, des globules rouges à partir de la moelle osseuse. Et ces globules rouges, malheureusement, ils seront encore atteints par les virus. Ils vont encombrer la circulation sanguine et déclencher des obstacles au niveau de certains vaisseaux. Donc, le Covid-19, finalement, est un puissant oxydant. La réponse immunitaire favorable et efficace est la clé de la survie face à cette infection virale. Ceux qui meurent, ce sont les gens vulnérables. Et la différence entre les uns et les autres, eh bien, tout simplement, c'est le capital immunité. Les antioxydants améliorent l'immunité innée et induisent une immunité acquise de bonne qualité. Les antioxydants neutralisent les radicaux libres. Et nous avons vu que le fer est devenu un radical libre parce qu'il a perdu un électron à cause de ce virus. Donc, neutralise les radicaux libres par une liaison, soit par une liaison covalente sur des atomes ayant un spin d'électrons libres. Exemple, l'azote. L'azote a trois atomes actifs, mais il a un spin d'électrons au repos, ou en les détruisant par des cellules immunitaires telles que les macrophages. Donc, les antioxydants peuvent favoriser l'entrée de ce radical libre dans le macrophage qui a les moyens de le détruire. Maintenant, quel est le mécanisme fondamental? C'est la liaison électrophile-nucléophile. Nous avons donc un atome qui a perdu donc un électron. Eh bien, il va aller vers cet azote qui se trouve, notre organisme est pourvu de beaucoup d'azote. On les retrouve dans les protéines et dans l'ADN. Malheureusement, lorsque cet électron libre va avoir une liaison covalente avec l'ADN, il va perturber la lecture de l'ADN. Et parfois, il va aboutir à un effet clastogène, c'est-à-dire à la perte d'un brin d'ADN, ou un effet anogène lorsque tout le chromosome est parti. Maintenant, comment appelle-t-on cette liaison de ce radical libre avec l'ADN? On les appelle des aduls, ou dans le langage commun que je dis à mes étudiants, ce sont des casseroles que l'ADN va donc traîner. Mais l'aduit peut se produire aussi au niveau d'une protéine. Généralement, la liaison avec une protéine ordinaire est moins dangereux qu'avec l'ADN. Maintenant, les antioxydants. Et notre collègue vient de nous exposer la vitamine D, qui est un puissant antioxydant. La vitamine C, c'est la reine des vitamines. Et d'ailleurs, comme on a découvert que cette vitamine C avait vraiment des atouts, eh bien, quand on parle de la vitamine C,
qui entraînent le scorbut. Et là, je citerai un marin que vous connaissez tous, c'est Vasco de Gama, qui en partant vers l'Inde, eh bien, il a perdu tout son équipage parce que tout simplement, les denrées qu'il avait prises, eh bien, elles se sont épuisées très vite. Les denrées, je parle des denrées fraîches, c'est-à-dire les fruits et légumes. Et ce scorbut, eh bien, il a entraîné une hémorragie, une suffusion hémorragique pratiquement de tout le corps, et dans les organes internes, il a même entraîné de gros hématomes. Alors, pratiquement tout l'équipage était décédé à cause de cette avitaminose. Et d'ailleurs, l'année d'après, James Cook, lui, donc en 1498, eh bien, a fait pratiquement le même trajet, mais ayant eu vent de ce scorbut, eh bien, il a fait des escales dans toutes les îles qu'il a parcourues ou les pays qu'il a parcourus. Et il a demandé, même lorsqu'il se retrouvait devant des forêts, il a demandé à ses marins de cueillir des fruits, des plantes, et ainsi il a évité le scorbut à son équipage. Alors, il faut savoir aussi que la vitamine C est un chélateur du fer. L'hémochromatose, qui est une maladie héréditaire, eh bien, on peut utiliser la vitamine C. Elle favorise aussi l'assimilation du fer. Quand nous sommes devant une anémie, il faut donner du fer, de l'acide folique, mais ajouter la vitamine C pour régler le problème de l'anémie. Elle a aussi la capacité à synthétiser les plus importantes enzymes antioxydantes, qui est la superoxyde dismutase, qui joue un grand rôle comme antioxydant. Et elle sert aussi de coenzyme à de nombreux systèmes enzymatiques, en particulier dans les réactions d'hydroxylation. Réaction d'hydroxylation, donc vous voyez le schéma, c'est l'ion hydroxyle qui va être enlevé au radical. Elle assure la synthèse du collagène qui constitue 25% des protéines. Et le collagène dans l'organisme est très important parce que c'est lui qui va donner la texture et l'élasticité donc, de certains organes. C'est par exemple le tissu osseux, c'est la peau, c'est le tissu sanguin, les vaisseaux, et donc elle est très importante. Elle joue aussi le rôle de protecteur des hydrolases, et nous avons vu cette réaction d'hydroxylation qui est très importante. Et elle accélère d'environ 30% la guérison des fractures quand elle est associée, quand la fracture est associée au magnésium, lorsque, la vitamine C est associée au magnésium. Elle potentialise l'effet de l'aspirine, elle accroît son effet antalgique tout en diminuant sa toxicité et en favorisant la synthèse des corticoïdes à partir du cholestérol. Elle favorise aussi la transformation des muscles, dans les muscles, de la lysine en L-carnitine. La vitamine C agit ici comme coenzyme de l'hydroxylation pour fournir l'énergie utile à la contraction musculaire. Les brins de collagène, quand ils sont mal formés en l'absence de vitamine C, vont rendre les vaisseaux fragiles et cassants. D'ailleurs, on le voit déjà aussi au niveau de la peau. Avec le temps, ce collagène va être de mauvaise qualité, surtout quand la vitamine C est basse. Eh bien, avec l'âge, avec le vieillissement, avec les différentes attaques, eh bien, la peau sera rigide par rapport à une personne plus jeune. Maintenant, les brins de collagène mal formés en l'absence de vitamine C rendent donc les vaisseaux fragiles et cassants. Il y a plus de vitamine C dans le cerveau que dans le sang. La vitamine C traverse la barrière hématoméningée après avoir subi une oxydation. S'il n'y avait pas cette oxydation, la vitamine C ne pourrait pas passer dans le cerveau. Et c'est un effet bénéfique parce que vous pouvez avoir des virus qui peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, la barrière hématoméningée, et c'est le cas
dans cette affection avec le Covid-19. Le Covid-19 passe la barrière donc hémato-encéphalique et ça a été décrit dernièrement par des collègues et mis sous YouTube. Et le fait d'avoir de la vitamine C dans le cerveau, eh bien la vitamine C va combattre les radicaux libres issus de ce Covid-19. Elle a aussi une action anti-stress et antidépresseur. La tyrosine, vous savez tous que la tyrosine par hydrolase donne de la dopamine, et la dopamine est un peu une hormone du bonheur. De même que le tryptophane, que ce soit la tyrosine ou le tryptophane, ce sont des acides aminés. Le tryptophane donnera la sérotonine. Donc, cette hydrolase qui va être boostée par la vitamine C va favoriser la formation de dopamine et de sérotonine. La vitamine C va lutter donc contre la dépression. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que cette dopamine et cette sérotonine peuvent se retrouver pas uniquement au niveau du cerveau, mais aussi dans l'espace neural du tube digestif. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'au niveau du plexus solaire, là où il y a nos intestins, nous avons un deuxième cerveau. L'équivalent d'un deuxième cerveau. Les glandes surrénales aussi concentrent la vitamine C. Pourquoi? Parce qu'elles vont fabriquer beaucoup d'hormones, notamment les hormones de stress. Et donc, pour fabriquer ces hormones, il faut un booster, c'est la vitamine C. L'excès de stress diminue l'immunité. Pourquoi? Parce qu'elle va épuiser les réserves en vitamine C. Quand il y a du stress, il y a création de radicaux libres. Et ces radicaux libres, pour les combattre, il faut de la vitamine C. Et donc, il faut régénérer cette vitamine C. Malheureusement, la durée de vie de la vitamine C n'est pas très élevée. Il faut savoir aussi que la vitamine C est un puissant virucide. Et c'est pour cela qu'elle convient dans tous les traitements par les virus. Et en plus, elle induit la synthèse de l'interféron qui empêche la pénétration du virus dans la cellule. Et la grande majorité des antioxydants vont empêcher cette pénétration dans la cellule. Pour terminer, je veux dire aussi que pour la vitamine C, elle a valu le prix Nobel à Linus Pauling parce qu'il a fait beaucoup de travaux sur la vitamine C. Maintenant, le magnésium, c'est le quatrième cation de l'organisme derrière le sodium, le potassium et le calcium. Mais cependant, c'est le second plus important cation qui est présent dans les cellules. Pourquoi? Parce que tout simplement, le magnésium va avoir plusieurs rôles. Il intervient dans la synthèse des immunoglobulines, l'adhérence des cellules immunitaires, la destruction immunitaire des cellules, la structure des acides nucléiques ADN et ARN de la cellule, qui contrôle l'activation ou l'inhibition des enzymes. Et enfin, il va moduler la prolifération cellulaire. Alors, il faut savoir que cette prolifération cellulaire, elle va être, évidemment, toutes ces actions vont être sous l'action de gènes qui se trouvent au niveau de l'ADN. Au niveau de l'ADN, vous avez deux gènes qui sont très importants, les gènes oncogènes et les gènes suppresseurs, c'est-à-dire comme l'accélérateur et le frein. Lorsqu'on se blesse, il faut réparer l'espace vide qui est laissé par la blessure. Eh bien, le gène oncogène va donner l'ordre de la multiplication des cellules, c'est-à-dire il va initier la mitose cellulaire. Et puis, une fois que l'espace vide est fermé, le gène suppresseur va agir par le biais d'autres gènes et freiner cette multiplication cellulaire. Eh bien, le magnésium participe comme élément périphérique dans la modulation de la prolifération cellulaire. La progression et la différenciation aussi du cycle cellulaire.
Maintenant, le magnésium intervient aussi dans la synthèse de l'ATP, l'adénosine triphosphate. Les leucocytes, comme les anticorps, ont besoin d'énergie. En fait, il n'y a pas que les leucocytes et les anticorps. Sans énergie, il n'y aurait pas de vie. Et ce qui va donner cette énergie, c'est la transformation de l'ATP en ADP qui va libérer de l'énergie. Alors, nous avons tout d'abord dans le cycle de Krebs qui va être, si vous voulez, qui va être lancé grâce aux acides gras et aux glucides. D'ADP, adénosine diphosphate. Sa transformation par phosphorylation en ATP, adénosine triphosphate, c'est-à-dire qu'il a gagné un phosphate, donc il a été rechargé. C'est comme une batterie que l'on a mis dans une prise, elle s'est rechargée en énergie. Et cette opération chimique va se faire sous l'action du magnésium. Et puis, nous avons la dernière étape, c'est la transformation de l'ATP en ADP de nouveau. Donc, elle va donner un phosphore avec libération d'énergie. Cette réaction biochimique va donner donc de l'énergie sous l'action aussi du magnésium. Toutes les réactions biochimiques au niveau de la cellule, donc au niveau de tous les tissus et de l'organisme, se fait avec de l'énergie. La production d'énergie dans les mitochondries, puisque la pile de nos cellules, ce sont les mitochondries. Et il y a un nombre extraordinaire qui s'estime par milliards de mitochondries. Cette production d'énergie est magnésio-dépendante. Un déficit maintenant en magnésium. Que donnerait un déficit en magnésium? Eh bien, d'abord, une production accrue de cytokines. Les cytokines, ce sont des substances qui vont favoriser l'inflammation. Lorsqu'il y a une anomalie au niveau de notre organisme, eh bien, c'est comme, si vous voulez, quand il y a une guerre quelque part, on joue du clairon pour ramener les militaires et pour engager le combat. C'est une inflammation, c'est un incendie. Alors, donc, le magnésium va jouer un rôle anti-inflammatoire. Une stimulation aussi des phénomènes d'athérosclérose. Bien sûr, le magnésium va jouer un rôle dans les dépôts des déchets, des radicaux libres au niveau des vaisseaux. Ceci pouvant donc entraîner l'épaississement de l'intima des artérioles. Une activation aussi des globules blancs, macrophages et neutrophiles, et des cellules endothéliales contribuant donc à cette progression de cytokines pro-inflammatoires. D'ailleurs, l'inflammation, il faut la combattre, mais la combattre lorsqu'on a les moyens. J'ai un virus qui est là, il y a l'inflammation qui va l'entourer, il y a un combat, ça devient rouge, c'est douloureux. Eh bien, si nous voulons lever ce barrage qui est l'inflammation, il faut avoir l'arme. Parce qu'une fois qu'il sort de ce foyer inflammatoire, si l'organisme ne peut pas le contenir, comme dans le cas, par exemple, de la tuberculose, vous avez toute une coque calcique qui va emprisonner le béca, parce que l'organisme n'a pas pu s'en débarrasser, eh bien, l'inflammation, si on lutte contre l'inflammation, surtout à la phase aiguë, eh bien, le virus peut coloniser toutes les cellules de l'organisme. Le magnésium est utilisé dans la correction de l'hypomagnésémie, dans le traitement de la prééclampsie, éventuellement dans les torsades de pointe au niveau que l'on voit au niveau de l'électrocardiogramme.
Le magnésium entraîne aussi une accélération de l'involution du thymus. Et il faut savoir que le thymus est impliqué dans la maturation des lymphocytes et ce sont des cellules immunitaires très importantes puisque ce sont des cellules immunitaires à mémoire. Et nous avons aussi une perturbation de l'apoptose qui va entraîner d'une part la survie de cellules pathologiques et d'autre part la destruction prématurée des cellules fonctionnelles. Lorsque une cellule a subi la mutagénèse, eh bien, elle va aboutir à des distorsions. Lorsque ces distorsions ne permettent pas une survie normale, eh bien, la cellule va réagir, l'ADN va réagir en excitant d'autres gènes tels que le P53, le P21, pour initier l'apoptose. Et il y a un modèle sacrificiel de cette cellule. Et c'est ce que l'on voit très souvent dans la cancérogénèse. Et cette apoptose est une solution pour que le cancer n'apparaisse pas. Malheureusement, parfois, lorsqu'il y a eu une initiation qui a été suivie d'une promotion, eh bien, les cellules vont devenir cancéreuses. Ça veut dire qu'elles vont devenir éternelles. Et celui qui les portera finira par décéder. La vitamine E, maintenant, elle renforce la phagocytose. L'immunité à médiation cellulaire est réduit l'effet de stress sur la réponse immunitaire. Certains virus exacerbent leur virulence en l'absence de vitamine E et de sélénium. L'apport combiné en vitamine E et A chez les animaux a démontré une amélioration de la fonction des neutrophiles à détruire les agents infectieux. Elle permet aussi d'avoir un accroissement du nombre de lymphocytes, donc elle va jouer un rôle important dans l'immunité de l'individu. Elle a une action apoptotique sur les cellules cancéreuses. Elle a un effet positif sur le métabolisme du cholestérol. Et le cholestérol, évidemment, c'est cette molécule qui va avoir d'énormes fonctions. Et il va embarquer dans une protéine transporteuse. En fait, c'est une lipoprotéine, HDL ou LDL. Et le but, c'est de servir de carburant dans les mitochondries, permettre la synthèse de la vitamine D, que mon prédécesseur a développé, servir aussi de père géniteur à d'importantes hormones. Il faut savoir que le cholestérol sert à fabriquer aussi les hormones. Servir d'isolant thermique et de constituant aux cellules. Et entre les membranes cellulaires, notamment les membranes périphériques, vous avez la vitamine D qui va permettre au cholestérol d'isoler la cellule de l'extérieur. Toutes ces actions se font sous l'autorité de la vitamine E. La vitamine E a un impact salvateur sur les graisses circulantes, en particulier en s'opposant à leur oxydation. Et là, vous remarquez, depuis que j'ai commencé mon laïus, il y a deux événements contre lesquels il faut lutter. C'est l'oxydation et l'inflammation. En diminuant l'adhésion des monocytes à la surface des vaisseaux sanguins, en inhibant la prolifération des fibres musculaires des vaisseaux sanguins, en s'opposant aux thromboses et en inhibant l'agrégation des plaquettes qui peut constituer un thrombus et qui peut être à l'origine aussi d'un AVC ou d'un infarctus. En diminuant le thromboxane A2, qui est un composant qui stimule la formation de caillots. Maintenant, le zinc est un oligoélément essentiel dans l'immunité. Il a des propriétés virucides. Il inhibe la réplication virale et les symptômes liés à l'infection. Il inhibe l'activité de l'ARN polymérase et entrave ainsi sa réplication. Les effets maintenant de la chloroquine sont médiés par l'entrée du zinc dans les cellules. Une carence chronique en zinc va probablement entraîner une surexpression
surexpression des récepteurs à l'angiotensin, favorisant l'entrée cellulaire du coronavirus, utilisant ces récepteurs comme porte d'entrée. Population à fort risque de carence en zinc. Et là, maintenant, on voit pourquoi ces personnes sont vulnérables. Parce que tout simplement, il va leur manquer des antioxydants dans leur sang. Il va leur manquer du zinc. Les personnes consommant des médicaments affectant le taux de zinc, exemple les diurétiques, exemple les antagonistes calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les glucocorticoïdes et certaines pilules contraceptives, les diabétiques, les personnes âgées, les femmes enceintes. En plus, ce qu'il faut noter, c'est que quand il y a une maladie, par exemple le diabète va entraîner un trouble du métabolisme des glucides. Et après, d'ailleurs, il va déborder. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces maladies-là vont entraîner une sécrétion de radicaux libres, une formation de radicaux libres. Donc, le zinc chez un diabétique ou chez une personne âgée ou chez une femme enceinte doit être donné de façon régulière, surtout pendant cette période d'infection du Covid-19. Et donc, ce que je pense personnellement, la différence entre les personnes vulnérables et non vulnérables, et les personnes vulnérables, eh bien, elles peuvent mourir de cette affection effroyable. Eh bien, tout simplement, cette différence, elle est due que chez un jeune, vous avez tous ces outils qui luttent contre les radicaux libres, et que nous venons de voir, hein, ces outils antioxydants, et avec les maladies, avec l'âge, on consomme plus d'antioxydants qu'un jeune. Et en consommant plus d'oxygène, eh bien, il faut veiller à recharger ces batteries. Il existe beaucoup d'autres antioxydants, je ne développerai pas, je ne ferai que les citer. Vous avez la vitamine A. La vitamine A peut vous éviter la cataracte lorsque vous prenez votre vitamine régulièrement, et évidemment en protégeant aussi vos yeux des agresseurs extérieurs, notamment les ultraviolets qu'émet le soleil. L'acide lipoïque, le glutathion, qui est un puissant antioxydant, la superoxyde du smutase, le coenzyme Q10, les flavonoïdes. Je terminerai par cette phrase d'Alexandro Jodorowsky. Apprendre fait appel à 3 conditions. La première, c'est de vouloir acquérir une connaissance. La seconde, c'est savoir que l'on peut l'acquérir et en faire l'acquisition. Et la troisième, c'est accepter le changement que provoque cette nouvelle connaissance. Et c'est comme ça que l'humanité a évolué à travers les siècles. Merci infiniment, professeur Lamara, de cette très belle conférence. Nous allons, si vous le permettez, attaquer la discussion. Et nous allons commencer par le professeur Avignon. Donc, il y a de très longues questions. Nous allons en prendre 5. Et puis, si nous avons le temps, nous reviendrons tout à l'heure. Alors, la première, elle va apparaître sur l'écran. Quel traitement vitamine D préconisez-vous? Les ampoules très fortement dosées ou un dosage quotidien à prendre pendant les mois de novembre à mai? Vous avez la question qui est affichée sur votre écran. Je crois que j'avais un petit peu donné la réponse. Je crois que les deux se défendent. On ne peut pas exclure complètement l'un, mais la recommandation, ça serait plutôt des doses régulières. Alors, de novembre à mai, ça c'est quand tout va bien, mais là, on est en période d'épidémie.
je ne suis pas certain que ce soit que de novembre à mai. Je crois qu'il faut donner de… Enfin, pas il faut, mais si on y croit et si on croit que la vitamine D peut être une aide, il n'y a aucune raison de s'arrêter en mai. Et je répète un petit peu ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. Attention, parce qu'on dit à partir du mois de mai, il y a le soleil. Il y a beaucoup de personnes qui ne profitent pas du soleil. Encore une fois, je répète, il y a des gens qui sont couverts entièrement. Le soleil n'est efficace que s'il atteint la peau, hein, si on est couvert. Donc, je suis persuadé qu'y compris dans les pays ensoleillés, comme peut l'être l'Algérie, qu'il y a beaucoup de taux de vitamine D bas, y compris en période estivale. Alors, deuxième question, y a-t-il des systèmes de réparation efficaces contre les effets induits par les radicaux libres? Tout le monde est en train de voir la question en même temps que le conférencier. Donc, y a-t-il des systèmes de réparation? Vous en avez parlé un petit peu. Je crois que la question a plus été abordée par mon collègue qui peut peut-être répondre. Je crois que c'est moi qui dois parler de radicaux libres, Alors, les systèmes de réparation. On va donner la parole au professeur Lamara. Professeur Lamara. Merci, professeur Douagui. Bien sûr qu'il y a des réparations efficaces contre les effets induits par les radicaux libres, puisque l'humanité existe depuis longtemps, et sans ces systèmes de réparation, eh bien, on aurait disparu de la Terre. Et chaque cellule est dotée d'enzymes capables de réparer les distorsions qui ont été induites par les radicaux libres, c'est-à-dire comme le cas que nous avons pris tout à l'heure, c'est-à-dire cet oxydant qui est venu s'accrocher sur une base de l'ADN, eh bien, il va constituer une casserole. Eh bien, la cellule a les capacités de couper par les deux bouts, d'enlever le brin et recopier le vide à travers le brin qui est contralatéral. Et vous savez qu'il y a un appariement entre les bases. Et une fois que le brin est réparé, nous avons d'autres enzymes qui vont ressouder ce brin au reste de l'ADN. Et après, eh bien, et un ordre est donné, restitution ad integrum de la réparation, l'ADN est réparé et la machinerie repart. Merci. Alors, une autre question qui apparaît, est-ce qu'elle doit être prise, là, c'est pour vous, professeur Avignon, la vitamine D doit-elle être prise à jeun ou avec un repas riche en liquide? Merci. Pardon, j'avais le son qui était désactivé. Voilà. Écoutez, quand on regarde les recommandations sur la prise de vitamine D, il n'y a pas de recommandations spécifiques. Repas riches en lipides, non pas spécifiquement. La vitamine D, si on veut en avoir par l'alimentation, elle se situe, c'est une vitamine liposoluble, elle se situe dans les graisses. Donc, si on veut apporter de la vitamine D par l'alimentation, c'est sûr qu'il faut apporter des graisses. Par contre, quand on apporte sous forme de complément alimentaire ou sous forme thérapeutique la vitamine D, elle peut être prise aussi bien avec de l'eau, avec un produit laitier, avec un jus de fruits, au cours d'un repas ou en dehors d'un repas. Il n'y a pas de recommandation spécifique sur la prise pendant ou hors des repas. Autre question pour vous, professeur Avignon. La vitamine D module l'inflammation en agissant sur quels éléments? C'est une question qui a été posée à plusieurs reprises. Oui, mais elle a quand même fait partie de l'objet de la première partie de ma présentation et elle agit sur de très nombreux éléments qui seraient un peu fastidieux de reprendre ici. Il y a des récepteurs à la vitamine D, comme je l'ai dit, sur les cellules de l'inflammation, sur les monocytes, sur les macrophages. La vitamine D va avoir des récepteurs au niveau des lymphocytes, va participer à la différenciation des lymphocytes dans les différentes sous-classes de lymphocytes en favorisant les lymphocytes qui vont avoir des sécrétions d'interleukines anti-inflammatoires. Donc, j'ai cité à plusieurs reprises l'augmentation de la sécrétion d'interleukine 10, qui est une interleukine anti-inflammatoire.
la diminution de la sécrétion par les lymphocytes d'interféron gamma, qui a des vertus pro-inflammatoires. Donc, ce qu'on peut retenir, mais vraiment de façon très simplifiée, parce que l'action est très complexe, c'est qu'au minimum, ça va agir sur la sécrétion des interleukines en favorisant la sécrétion d'interleukines anti-inflammatoires aux dépens des interleukines pro-inflammatoires. Ça va agir favorablement dans cette balance. Mais ceci n'est qu'une partie des effets qui sont extrêmement pléiotropes et agissent à d'extrêmement nombreux endroits, et en particulier, comme l'a dit notre collègue, sur les radicaux libres également, qui vont être impliqués également dans l'inflammation. Une autre question posée, est-ce qu'un sujet qui a un taux de vitamine faible est-il plus susceptible d'être contaminé par le virus qu'un sujet qui a une vitamine à taux normal? On n'a pas les données. Par contre, si on fait des extrapolations, mais qui ne sont que des extrapolations par rapport à des autres affections virales et par rapport à ce que j'ai montré aussi des pneumopathies communautaires, pour tout un tas d'autres pneumopathies, oui, on a plus de risques d'avoir une pneumopathie, une infection virale, si on est déficitaire en vitamine D. Je ne connais pas d'études à ce jour qui permettent de le démontrer et de l'affirmer pour le coronavirus dont on parle aujourd'hui. Donc, ça ne peut être que de l'extrapolation et non pas une affirmation formelle. Une autre question pour vous, professeur Avignon. Faut-il donner la vitamine D aux personnes âgées à titre préventif? Encore une fois, le faut-il, les données ne sont pas suffisantes pour être affirmatifs. Quand on prend l'ensemble des données de l'effet de la vitamine D, quand on prend les données épidémiologiques de ce qui se passe sur le plan infectieux viral quand il y a un déficit en vitamine D, la tendance pour moi serait clairement à répondre oui. Si on me demande est-ce que vous avez une démonstration formelle que donner de la vitamine D prévient l'infection à coronavirus chez le sujet âgé, je dirais non. Donc, je n'ai qu'un faisceau d'arguments indirects, mais qui sont quand même assez importants pour montrer qu'en période de risque infectieux, il est certainement mieux d'apporter de la vitamine D et de s'assurer que les personnes âgées aient bien un taux suffisant de vitamine D, en particulier chez toutes ces personnes âgées qui, au plus au sortir de l'hiver et qui s'exposent assez peu à l'extérieur. Une autre question pour vous, professeur Avignon. Pourquoi, selon vous, la vitamine D n'a pas été retenue dans le traitement de l'affection due au Covid-19, malgré tout ce qui a été dit par les deux conférenciers avec les actions extrêmement intéressantes? Comment se fait-il que les stratèges n'ont pas retenu la vitamine D comme élément incontournable dans le traitement contre l'affection due au Covid-19? Quand on veut donner une recommandation, il faut des niveaux de preuve forts. Et c'est un petit peu ce qui se passe en France, et je ne pense pas qu'en France, avec la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'il faut donner de l'hydroxychloroquine? Je crois que personne ne peut donner la réponse aujourd'hui tant qu'il n'y a pas une étude randomisée contrôlée. Est-ce qu'il y a des arguments en faveur? Certains, dont un professeur français bien connu maintenant, vous diront oui. Est-ce qu'il y a des arguments pour dire que la vitamine D pourrait avoir un intérêt? La réponse est certainement clairement oui. Y a-t-il une démonstration qui permet de faire une recommandation forte en disant il faut donner de la vitamine D? C'est non. Donc, comme toujours, il y a une balance, il y a une zone de flou. Et vous savez que quand on fait de la médecine fondée sur les preuves, il y a les données cliniques et les recommandations qui s'appuient sur des études fortes, mais il y a aussi une expérience clinique et l'expérience du praticien et avec des données. Donc, il faut, dans cette période où nous n'avons pas, et c'est bien ça qu'il faut entendre, nous n'avons pas aujourd'hui de traitement reconnu de l'infection Covid-19. Donc, est-ce qu'on est en droit de donner une supplémentation en vitamines en s'assurant qu'il n'y a pas d'effet délétère? Il semble que c'est le cas pour la vitamine D. Est-ce qu'on est en droit d'en donner? Je dirais oui. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire il faut en donner parce que c'est démontré que c'est efficace? Non, je ne peux pas aller jusque-là.
Merci beaucoup. Alors, une question pour les deux. Est-il judicieux de conseiller des compléments alimentaires en cette période de pandémie? D'abord le professeur Lamara et ensuite le professeur Avignon. Professeur Lamara. Moi, je crois que quand on a les moyens, y compris pour la vitamine D, que mon collègue auquel il a répondu aux questions de ceux qui nous ont suivis, je fais dans ma consultation des dosages de vitamine D. Je peux vous dire que j'ai été abasourdi. 80% de mes patients avaient des hypovitaminoses D très, très, très basses, de l'ordre de 2, 3, 4 jusqu'à 10 nanogrammes. Donc cela, moi je pense qu'il faut les supplémenter en vitamine D. Et aussi, quand on est dans une situation comme celle dans laquelle on est avec cette pandémie, il faut jouer aussi sur la balance bénéfice-risque. Lorsque je donne de la vitamine D à une personne âgée, et moi je vous dis maintenant, je suis à peu près sûr qu'il est en hypovitaminose. Et chez nous, nous avons en plus un autre problème, c'est qu'aller faire le taux de vitamine D chez un privé, ça coûte très très cher. C'est le tiers du SMIC. Et donc les gens, même si on leur prescrit le dosage, eh bien ils ne le font pas. Donc je préfère jouer sur la balance bénéfice-risque. Merci. Professeur Avignon, vous avez un commentaire, une remarque sur cette question? Je suis tout à fait d'accord. Hein. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit. Est-ce que je peux aujourd'hui dire il y a des preuves et dire il faut donner? Non. Est-ce que quand il y a une carence en vitamine D, il faut la traiter? Je crois que clairement oui. Ce coup-ci, ça va. Quand vous avez des taux qui sont inférieurs à 10 nanogrammes par millilitre, il n'y a aucun doute. Ils sont inférieurs à 30 également. Maintenant, la question se pose, c'est est-ce qu'on fait un dépistage massif et est-ce qu'on fait des dosages massifs? Je crois que ça va être très difficile pour des questions financières. Donc, est-ce qu'il est mieux de supplémenter au minimum tous les sujets à risque? Et dans tous les sujets à risque, vous avez toutes les personnes qui sont en surpoids et obèses, ça vous en fait déjà pas mal. Vous avez déjà tous les sujets âgés, vous avez toutes les personnes qui ne s'exposent pas au soleil, vous avez toutes les personnes à peau foncée. Donc, moi, je crois que dans une période telle qu'on est actuellement, sur un plan médico-économique, il est certainement plus rentable de faire de la supplémentation avec des doses raisonnables que d'aller faire du dépistage et du dosage qui, par ailleurs, en tout cas en France, n'est pas recommandé de façon large. Mais par contre, nous, c'est pareil, quand on fait des dosages chez les sujets obèses, on en a 80% qui sont en dessous des taux souhaitables. Donc, moi, il me semble licite de faire de la supplémentation en vitamine D assez large. Mais je répète bien, est-ce que vous avez une preuve formelle que ça va réduire l'affection par Covid? Non. Alors, une question pour les deux également. Quelle est la place des huiles essentielles dans la thérapeutique de cette affection induite par le Covid-19? Professeur Lamara et ensuite professeur Avignon. Bien, là aussi, comme nous n'avons pas de preuves probantes, même si les médecins qui ont pratiqué cette naturopathie, eux, ils disent oui. Moi, je dis c'est la balance d'effets positifs et d'effets négatifs. À partir du moment où je suis dans une situation où les patients risquent la mort, bien pourquoi pas donner des huiles essentielles qui ont été étudiées, mises sur le marché avec l'accord de l'État et qui sont virucides. Voilà, Ravensara, Laurier Noble, etc., etc. Moi, je pense que on ne peut pas interdire à quelqu'un qui veut mettre ses huiles essentielles de le faire. Professeur Avignon. Effectivement, on ne peut pas interdire à quelqu'un qui veut mettre des huiles essentielles de le faire, mais moi, je n'ai aucun argument scientifique pour dire que je suis pour ou je suis contre, donc je ne peux pas en discuter. Moi, je ne discute que sur des bases scientifiques.
Encore une fois, sur la vitamine D, j'ai des bases scientifiques sur les actions immunitaires, sur l'inflammation, sur des actions, y compris sur les virus. Pour les huiles essentielles, je n'ai pas de données et donc je ne parle moi que sur des bases scientifiques. Y a-t-il, professeur Avignon, des effets indésirables de surdosage en vitamine D? Ah bah oui, évidemment, si vous avez trop de vitamine D, vous allez avoir des effets sur le calcium, les lithiases urinaires. Donc effectivement, il ne faut pas surdoser en vitamine D. C'est pour ça que d'ailleurs les fortes doses peuvent parfois induire des surdosages. Donc ça, il ne faut pas aller dans le surdosage, il faut avoir des doses raisonnables. Ceci dit, encore une fois, si on donne des doses raisonnables et régulières, il y a quand même peu de risques d'aller dans le surdosage, en particulier si on s'adresse aux personnes à risque d'être plutôt à des taux bas. Alors, une question qui va certainement vous faire réagir. Vous lisez la question avec moi. L'artémisia est utilisée dans certains pays pour la lutte contre le Covid-19, comme à Madagascar. Est-ce vraiment efficace? Et quelle dose thérapeutique en tisane? Professeur Avignon. Moi, je fais la même réponse que pour les huiles essentielles. Je n'ai pas de données scientifiques dessus. Donc, quand je n'ai pas de données scientifiques, en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas de commentaires à faire sans données scientifiques. Professeur Lamara. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, à travers le monde, il y a des laboratoires qui fabriquent des médicaments, hein, et qui se sont mis aux huiles essentielles, qui se sont mis dans le commerce de ces plantes. Donc, avoir de l'artémisia, qui est en fait un antioxydant très puissant, eh bien, je ne m'opposerai pas à ce que des malades prennent de l'artémisia, d'autant plus qu'une simple tisane de verveine ou autre, eh bien, elle est conseillée. La chaleur dans les voies aériennes supérieures peut faire diminuer la virémie, surtout lorsque le virus est encore dans les voies aériennes supérieures. La dernière question, nous arrivons à notre temps imparti. Quels sont les effets de l'association azithromycine-zinc sur le Covid-19? D'abord, professeur Avignon et ensuite, professeur Lamara. Je crois que c'est le professeur Lamara qui en a parlé, donc je vais le laisser répondre sur le sujet. On peut avoir également votre avis. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Non, je pas. Non, c'est pour ça que autrement je l'aurais volontiers donné. Non, j'ai pas de connaissances sur les interactions azithromycine-zinc et le professeur Lamara l'a abordé, donc je pense qu'il peut répondre à ce sujet. Professeur Lamara, vous rappelez un petit peu l'intérêt de donner du zinc avec l'association de l'azithromycine et pourquoi? Parce que le zinc est un antioxydant et donc il lutte contre les radicaux libres induits par le virus. Un peu c'est ça. Et puis l'azithromycine maintenant, il y a 2 jours, j'ai eu une information par YouTube, un autre chercheur a dit qu'il y avait une bactérie qui était mise sur le... Il y a une question là-dessus. Voilà. Et donc l'azithromycine, là, elle trouve sa place complètement. Et puis il y a une autre collègue de France qui n'a pas suivi les recommandations du professeur Raoul de Marseille, qui a retenu l'azithromycine en association avec un autre antibiotique. Tous les cas qu'elle a traités, il n'y a aucune. Je crois que la recherche avance bien et je pense qu'avec les 3 enquêtes qui sont menées notamment en Europe, l'enquête Hippovid, l'enquête Discovery et l'enquête Coverage, je crois que dans 15 jours, 3 semaines, nous aurons les résultats qui apparaîtront pour nous dire si les schémas marseillais sont efficaces ou pas. Je voudrais, avant de conclure, redonner pour le mot de la fin de la part du professeur Avignon et du professeur Lamara. Professeur Avignon, vous avez le mot de la fin en ce qui vous concerne. Est-ce que vous avez un dernier commentaire, une dernière remarque à faire avant que nous concluions cette très très belle session? Oui, non, mais déjà, je vous remercie parce que je pense que cette session était très intéressante et les échanges avec les questions étaient intéressants. J'insisterai sur le fait qu'on est quand même dans une pandémie donc, qui touche beaucoup de monde.
qu'aujourd'hui, on n'a pas de traitement efficace et donc on se doit de ne pas négliger toutes les solutions complémentaires qui pourraient avoir un apport sans en attendre plus qu'il le faut et dans la limite des sécurités et sans induire d'effets secondaires, bien sûr. Donc, dans ce cadre-là, je pense qu'un certain nombre d'éléments et de compléments vitaminiques peuvent avoir un rôle à jouer. Voilà, ça sera ma conclusion. Professeur Lamara. Merci, M. Douagui. Moi, je crois qu'il faut toujours, comme l'a dit mon frère, il faut toujours rester scientifique. D'accord? Donc, nous faisons confiance aux scientifiques du monde entier. Leurs expériences issues du traitement de cette pandémie, je crois qu'elle va aboutir à des résultats et qui vont converger pour un programme thérapeutique unique. C'est ce que nous souhaitons tous pour avoir des solutions définitives. Mais pour le moment, nous suivons les conseils des organismes qui ont été mis en place par nos ministères respectifs. Nous les appliquons à 100%, mais lorsqu'il y a d'autres médecines qui peuvent apporter des compléments de plan, moi personnellement, je ne m'y oppose pas. Mais ces traitements, si vous voulez, complémentaires, ne doivent en aucun cas supplanter le traitement scientifique. On met le traitement scientifique, le malade le prend, et on peut à côté rajouter des adjuvants. On a bien vu que pour le traitement hydroxychloroquine, Zithromax, azithromycine, la communauté scientifique était très, très diversement appréciée, diversement ce traitement. Donc la science avance. En conclusion, je voudrais très sincèrement remercier les conférenciers, le professeur Avignon de Montpellier et le professeur Lamara d'Alger. On a très bien compris quand même que dans ces deux belles interventions, de ces deux très belles conférences, on a bien compris qu'il était important de stimuler l'immunité des personnes et notamment des personnes fragilisées. On a vu que les personnes fragilisées, les obèses, les diabétiques, les personnes âgées avaient besoin d'une stimulation de leur immunité. Je voudrais remercier également le laboratoire MacPharm qui nous a permis, avec le laboratoire Soline, qui nous a permis de mener à bien cette visioconférence. Et je voudrais annoncer que dans le cadre de l'avancement des informations et dans le cadre des partages d'expériences, il y aura demain après-midi de 14h à 17h30 une visioconférence qui sera intitulée Covid-19, la prise en charge avec les partages d'expériences internationales, où nous aurons les avis et les expériences de services qui prennent en charge les malades. Il s'agira de notre pays, de notre ami la Tunisie, par le professeur Hamzaoui. Il y aura un pays qui découvre le Covid-19, le Cameroun. Il y aura l'avis de notre ami, le professeur Deblé, qui, vous savez que la région de Strasbourg a été la première région qui a été frappée de plein fouet par cette maladie en France. Et il y aura les expériences algériennes d'Oran par notre ami le professeur Loulou, ainsi que l'expérience de Nimsous. Il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des participants, remercier l'audience, l'auditoire. Ils sont très nombreux à nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous pour d'autres visioconférences dans le cadre du Covid-19 et d'autres pathologies. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Soyez prudents, confinez-vous, protégez-vous, vous et votre famille, et à très bientôt. Merci.